Mesdames, Messieurs, bonjour. 6 morts et 1 blessé grave. Et c'est dans un véhicule, cette place en partance pour Vélingara, que cela s'est produit. Le véhicule a heurté donc un camion à Goulumbo dans la région de Tambacounda. L'accident s'est produit vers 4 heures du matin. Moussa Oumar Gueye. C'est aux environs de 4 heures du matin, à hauteur du village de Goulumbo, que le 7 places qui transportait un défunt à destination de Vélingara a violemment heurté un camion en stationnement sur la route nationale. Le bilan est lourd. 6 morts sur le coup, dont la maman du défunt et un blessé grave. Les corps sans vie ont été déposés par les sapeurs-pompiers à la morgue du centre hospitalier régional de Tambacounda. Après constat, les hommes en bleu, éléments de l'adjudant Ousmane Sankare, commandant de la brigade gendarmerie de Goulumbo, ont pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute obstruction de la route nationale par les véhicules déjà endommagés, à savoir le camion et le véhicule 7 places. Prudence sur la route, on ne le dira jamais assez. Moussa Omargué, Tambacounda, RFM. La grève de la faim se poursuit à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Des prisonniers continuent de dénoncer les longues détentions préventives. Ce mouvement déclenché suite à la publication d'un rapport des États-Unis sur la situation des prisons sénégalaises. L'administration pénitentiaire réagit. Elle déclare donc que le nombre de grévistes a baissé ces dernières heures. Salih Ndiaye, le porte-parole de l'administration pénitentiaire, joint par Babacar Fall. Depuis l'apparition du rapport du secrétaire d'État américain sur la situation des prisons au Sénégal, et surtout sur les détentions préventives, évidemment, certains détenus ont voulu profiter de la situation parce que la médiatisation est une affaire qui intéresse tout le monde. Donc, ils veulent se mettre en vedette et en conséquence ont refusé de s'alimenter. Bon, notons par ailleurs qu'il s'agit d'une portion de détenus et des pourparlers ont été entrepris par l'administration pénitentiaire par le biais des autorités de la maison d'arrêt de Rebeuss, qui en tout cas à mi-parcours hier ont dû dissuader plus de 2 tiers de ceux qui étaient en tout cas en grève de la faim. J'ai pas eu les dernières informations concernant le reste de ceux-là qui ne voulaient pas s'alimenter, mais je constate que la situation n'est pas alarmante autant que les gens prétendent le dire. Toujours l'actualité judiciaire, les avocats de Karim Wade se prononcent sur l'arrêt du Conseil constitutionnel. L'un d'eux fait dans la dérision après que le Conseil a déclaré légale la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Écoutons Maître Dembassiré Bachili. C'est une décision de justice rendue par une institution. J'aime bien faire du commentaire, discuter des décisions rendues par des juridictions, mais celle-là, je ne perdrai pas mon temps à la commenter. Je commande une décision de justice quand ça présente pour moi un intérêt pédagogique ou un intérêt scientifique. Quand ce n'est pas le cas, c'est ma liberté, je préfère ne même pas perdre du temps à la commenter ou à faire des considérations dessus. On sait que votre requête déposée auprès de la Cour suprême, c'était sur le privilège de juridiction pour votre client Karim Wade. Maintenant, avec cette décision du Conseil constitutionnel, quelle est la suite? Naturellement, quand l'exception d'inconstitutionnalité est vidée, le dossier retourne à la Cour suprême qui va se prononcer par rapport à la question dont elle qui faisait l'objet de sa saisine. Vous voulez dire que l'arrêt du Conseil constitutionnel ne vous déboute pas déjà de votre requête auprès de la Cour suprême? Il y a aucun rapport entre les deux décisions. Les 2 procédures ne sont pas liées et donc par conséquent, ça continue à suivre son cours normal. Maître Dembassiré Bachili, interrogé par Babacar Fall. 12h06, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Économie, plan Sénégal émergent, des experts en économie bien sûr sont convaincus que le volumineux document doit être rendu plus compréhensible et pourquoi pas traduit en langue nationale. Et une fois les bailleurs commencent à décaisser, une traçabilité s'impose pour que l'on sache ce qui a été fait en termes de réalisation. Mantouré.
Gouvernement, patronat, syndicats et même la presse se sont tous focalisés sur les 3 000 milliards d'engagement des bailleurs. Et le contenu du plan Sénégal émergent, 7 secteurs prioritaires et plus de 200 projets à réaliser. Le président souhaiterait que chaque Sénégalais se l'approprie, seulement le document reste technique et volumineux. Il y a un travail de synthèse et de simplification à faire. Felwine Sarr, professeur en économie à l'université Gaston Berger. Il faut un travail de réécriture pour faire en sorte que ce soit un document que tout le monde peut lire et que tout le monde peut, je dirais, partager. Les économistes vont plus loin. Il y a une version française du document, une anglaise, mais pas encore pour nos langues nationales. Et qui ne doit pas rester juste dans les ministères et dans les hautes sphères. En langue nationale, il faut même aller au-delà. Après l'accessibilité reste la traçabilité. Le gouvernement parle de transparence, de gestion vertueuse. Certains acteurs souhaiteraient même voir les différents décaissements ou encaissements sur la toile. Quel projet a été financé, lequel ne l'est pas et pourquoi. Une bonne idée, mais il est encore trop tôt pour le faire. Le document a été élaboré, il a servi de base de négociation avec les bailleurs de fonds et les partenaires techniques. Et ces derniers ne se sont qu'engagés pour décaisser un certain nombre de ressources. Mais il faut savoir qu'ils devront faire d'autres missions et sur chaque secteur, sur chaque sous-secteur du document, rediscuter avec les autorités avant effectivement de décaisser. Voilà quelques projets, la stratégie d'approvisionnement en hydrocarbures et la fermeture de la SAR, Société africaine de raffinage, la création d'un code de l'énergie, l'éducation, la formation et les infrastructures. Les délestages. On en a vécu ces dernières heures à Gibraltar et à la Médina. Dans le reportage que vous allez entendre, les populations disent qu'elles ne veulent plus vivre les tristes scénarios des longues coupures. Le sujet est de Awambaï. Dans cette boutique d'articles divers, la marchandise cédée d'une baisse de tension. Voilà la journée d'hier vécue par cette partie de la Médina. Khadim tient un magasin d'alimentation générale. Oui, hier soir, là, le courant a coupé aux alentours de 18h. Le pire, il y a eu baisse de tension. Alors que les baisses de tension peuvent gâter les matériels des personnes qui travaillent. Et surtout quand on est absent, les machines peuvent s'endommager. Alors on demande un petit recours de la part de la Sénélec de faire des efforts, d'envisager plus de production au niveau de leur centrale électrique. Encore quelques pas sur la rue 6, angle 15, les membres de cette famille parlent justement des délestages. Et la mère de famille, Oumi Mbaye, pense que le Sénégal ne doit plus revivre les difficiles moments de délestage. Pas de coupure de courant de grâce. On a vraiment besoin d'électricité. Ce serait vraiment difficile d'endurer encore une fois ces délestages. Et pour ces citoyens, vivre encore les coupures d'électricité, c'est plonger les populations dans le cauchemar de l'obscurité. RFM, vous nous suivez à Thiès sur la 102.5 et dans la capitale du rail. Beaucoup de boulangeries ne respectent pas les normes hygiéniques, d'où la réaction des associations de consommateurs qui dénoncent cet état de fait et exigent un contrôle service qualité. Correspondant Cheikh Anta Diop. Thiès SOS consommateurs appelle à la vigilance. Plusieurs boulangeries de la capitale du rail ne respectent pas les normes hygiéniques requises. C'est pourquoi nous interpellons le service d'hygiène et la direction du commerce, parce qu'actuellement au niveau de notre région, vraiment c'est regrettable, mais on nous dit sur le décret, le pétroceur, mais il doit porter une masque, un bonnet, il doit porter des gants, mais tu ne le retrouves plus dans les boulangeries. Yatma Gissi, le président de l'Union régionale des consommateurs du Sénégal. Depuis ce dernier conseil régional de la consommation qui avait porté sur le réajustement des prix de la baguette de pain dans la région de Thiès, nous sommes régulièrement interpellés par les consommateurs. La qualité du pain liée à celle de la farine utilisée dans certaines boulangeries et l'emballage hors norme de cette farine, le rapport poids-prix non-respect, ce que nous jugeons comme étant une hausse illicite. Les consuméristes ont sillonné la ville pour constater de visu. Les populations aussi ont déploré le fait que les livreurs transportent le pain à bord de charrettes et autres moyens de locomotion inadaptés. Et effectivement, il y a les Jakarta qui transportent le pain. Si tu sors le matin, les taxis, des charrettes, des pousse-pousse, un peu partout, et que le poids alors n'est plus respecté au niveau des boulangeries. Le service départemental du commerce est ainsi interpellé. Le contrôle service qualité s'impose dans les boulangeries de Thiès avant que l'irréparable ne se produise, selon les associations des consommateurs de Thiès. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM 94.0, la radio en puissance. Interdiction de manifestations religieuses et folkloriques au sein du campus social
spécial de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le COUD veut mettre de l'ordre. Les étudiants pas très d'accord, du moins pour certains. Il faut réorganiser les choses en redéfinissant les créneaux horaires au lieu de tout interdire. Quant aux autres, ils estiment que cette mesure s'impose. Reportage signé Georges Diop. Dans le hall du pavillon A, les étudiants vont et viennent et vont. Chacun sa préoccupation. Alioune Ndiaye, sa tenue de sport recoupe avec la discipline qu'il pratique. Il est étudiant à l'INSEPS. Il veut de l'ordre qui souvent est perturbé dans le campus social. Même tu vois des gens, ils le font à l'intérieur même du pavillon. Au sein du pavillon même, ils le font. Il y a des sabbats ici au campus. C'est ce que les appellent l'engel. Et c'est pour ça qu'il est bien en phase avec le directeur du COUD. Le campus social doit être assaini. Il faut vraiment réduire, essayer de faire en sorte que ces manifestations diminuent pour permettre aux étudiants de pouvoir se concentrer le maximum possible. Je suis vraiment d'accord qu'on remette vraiment en ordre le campus. Non loin de là, devant la direction du COUD, Mame Diarra Diokhane. Elle n'a pas assez de temps. L'ambiance désordonnée ne l'agrée guère. Il faudra y mettre un terme. Et elle met le directeur du COUD devant ses responsabilités. Le directeur du COUD doit prendre ses responsabilités puisque c'est indispensable d'organiser des manifestations ici. Je crois que ce qu'il devrait faire, c'est retrouver d'autres places, d'autres lieux où on pourrait organiser ces genres de manifestations. Cap au bas du pavillon B. Ici, 3 étudiants en pleine discussion et sur la sortie du directeur. Mohamed Mbaké Silla est d'accord qu'il faut agir, mais pas n'importe comment. Qu'il devrait parler de limites, par exemple autoriser les manifestations religieuses jusqu'à une certaine heure. Par exemple à minuit, au-delà de minuit, on interdit ça. Reste à savoir si le DG du COUD va en tenir compte en attendant l'application des mesures pour une vraie CTU. Mardi Gras, les élèves s'y mettent, occasion pour les enfants de s'amuser et chacun y va avec son déguisement. Mardi Gras, vous le savez, c'est aujourd'hui. Le Mardi Gras, c'est également un moment de partage. Reportage au collège de la cathédrale et à l'institution Notre-Dame Sodatiam. Mardi Gras, ne t'en va pas, je ferai des crêpes, je ferai des crêpes. Mardi Gras n'est pas seulement synonyme de déguisement, car l'aspect partage a aussi son importance. François-Xavier Sarr, préfet des études au moyen et secondaire du collège de la cathédrale. Ça nous permet de nous préparer à entrer dans le carême en consacrant ce mardi comme journée de partage pour tout le monde, de fraternité, de joie. L'essentiel, c'est qu'on soit en récréation et en partage. C'est le bureau des parents d'élèves de l'établissement qui a organisé. Ils ont préparé quelque chose à manger, à vendre, des nems, etc. Ce moment de partage, les élèves du collège de la cathédrale l'ont bien compris. Ça me fait plaisir avec partager et jouer pour faire amuser mes amis et pour qu'ils entendent que ce sont mes meilleurs amis. Ça me fait sourire. Un autre établissement, un autre décor. Nous sommes à l'Institut Notre-Dame. Dans cet établissement, on se croirait aux États-Unis. Les élèves de l'école reviennent sur le choix. J'aime bien les mangas. J'ai voulu représenter les mangas à travers mon déguisement. Juste parce qu'on est au 21e siècle, quoi. Il faut évoluer et c'est super beau. Donc tout est nickel, quoi. Ces moments de plaisir, de joie et de partage marquent le dernier jour avant le carême chrétien. Le carême chrétien qui démarre demain. Clin d'œil à nos auditeurs qui nous suivent de l'étranger via Internet. RFM. L'actualité internationale. Une présentation de Sornana Tambay. D'abord, la Mauritanie, profanation du Saint-Coran, le film des événements. Hier, notre correspondant nous parlait des manifestations dans la matinée. Le corps du jeune étudiant tué est soumis à l'autopsie pour déterminer les causes du décès. Par ailleurs, plusieurs personnes sont restées cloîtrées chez elles dans l'après-midi à Léoukana. Vers 20h20, 4 personnes enturbanies à bord d'un véhicule 4x4 entrent dans la mosquée de Tayaret pour récupérer 4 exemplaires du Saint-Coran qu'elles ont ensuite déchirés. Vers 22h, la police alerte le procureur qui s'est déplacé sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Vers les coups de 13h, le déclenchement des soubresauts sociaux conduit à la fermeture de plusieurs commerces et banques. Malgré l'apaisement des tensions entre policiers et manifestants, des mesures semblent avoir été prises pour empêcher au groupe de malfaiteurs de procéder au pillage. Plusieurs marchés de la capitale de Nouakchott ont été fermés lundi
suite à ces manifestations au niveau des marchés de la capitale, de la polyclinique et du Point Chaud. Par ailleurs, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel qualifie cette profanation d'apostasie et demande l'application de la charia à l'encontre de son auteur. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Mohamed Ould Maham, a par contre appelé au calme et au retour des jeunes manifestants à leurs établissements et lieux de travail. Il rassure que les autorités compétentes accompliront leur travail. Nigeria, après ses propres compatriotes, Boko Haram s'en prend maintenant au Cameroun. Des éléments du groupe terroriste tentaient de s'introduire au Cameroun. Ils ont donc attaqué des soldats dans la localité de Fotokal, à 5 km de la frontière avec le Nigeria. Le bilan, un mort et plusieurs blessés dans le camp des assaillants et un mort du côté des forces camerounaises. Boko Haram veut faire du nord du Cameroun sa base de repli. La frontière entre les deux pays, longue de 2000 km, est tout de même poreuse malgré une forte présence militaire. À propos de la crise en Centrafrique, Ban Ki-moon préconise l'envoi et le déploiement de près de 12 000 casques bleus. Pour le Conseil de sécurité, la priorité doit être de protéger les civils. L'instance a ainsi transmis un rapport aux 15 membres. Par ailleurs, le mandat de cette future opération sera élargi pour couvrir le soutien au processus politique de transition, notamment la restauration de l'autorité de l'État sur tout le pays. Il y aura 10 000 soldats et 1820 policiers. Des civils feront également partie de la mission, en l'occurrence des ingénieurs, des observateurs des droits de l'homme et des juristes. Ils seront chargés d'appuyer le gouvernement centrafricain à organiser des élections. Le Conseil de sécurité va désormais s'atteler à un projet de résolution pour donner le feu vert à cette opération. Soudan du Sud, Antoine, les négociations ont été suspendues entre le gouvernement et les rebelles. À Addis Abeba, les deux camps ne se sont entendus que sur un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu conclu en mi-janvier et constamment violé. Les discussions devront reprendre le 20 mars. Algérie. Abdelaziz Bouteflika a officiellement annoncé sa candidature. Il s'est lui-même exprimé à la télévision nationale. Le chef de l'État algérien, malgré son état de santé critique, veut briguer un 4e mandat. Mantouré. 76 ans, 3e mandat, Abdelaziz Bouteflika en veut un 4e. Pourtant, les Algériens n'avaient pas entendu sa voix depuis son hospitalisation à Paris, il y a de cela 11 mois. Mais il s'est rendu au Conseil constitutionnel à Alger pour officialiser sa candidature à l'élection présidentielle. Selon RFI, un convoi d'une dizaine de voitures noires a été aperçu. À l'intérieur de ces véhicules, il y avait des milliers de signatures de parrainage obtenues. Son entrée dans la cour, il a juste fait un bref signe de la main. Ses propos, je cite, « Je suis venu pour vous remettre officiellement mon dossier de candidature à l'élection présidentielle comme l'indique l'article 74 de la Constitution et l'article 32 de la loi électorale ». Fin de citation. Il a parlé pendant juste 14 secondes. Sa voix était très faible, à peine audible. Une raison suffisante pour certains de douter de sa capacité de diriger le pays, même si ses proches espèrent le contraire. Il ne reste plus que quelques heures pour les candidats à la présidentielle pour déposer leur dossier. Le dernier délai, c'est aujourd'hui à minuit. Mantouré, nous parlons maintenant de la situation en Ukraine. Vladimir Poutine dénonce une prise de pouvoir par les armes. Selon le président russe, on ne peut pas encourager un changement illégal et il insiste. Viktor Yanukovych est le seul président légitime d'Ukraine. Pour le moment, l'usage de la force militaire n'est pas nécessaire, mais sera légitime si la situation s'empire. Et c'est toujours Vladimir Poutine qui parle, Antoine. Merci, Sornana Tambay, pour cette page internationale.